Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux alors qu'il fait très beau dehors. Petite indication, je vous propose de couper vos portables et d'écraser vos idées reçues et de fumer vos cigarettes à l'extérieur parce qu'on va commencer. Bienvenue dans notre radio Microbiote. Vous allez le voir, vous allez l'entendre et vous allez même le vivre en 3D. Ça va être une expérience assez atypique, assez spéciale. Alors vous êtes donc certainement passé par le transfert de l'exposition en bas, le transfert de Microbiote qui vous a fait arriver dans notre espace-temps unique et radiophonique en ce samedi 29 juin 2064. Vous savez donc désormais que nous ne vivons pas dans un monde dans lequel les vivants autres que les humains formeraient un paysage parfois invisible, un monde où les ressources seraient à extraire ou à consommer sans conscience. Non, vous savez désormais que nous interagissions avec nos invisibles, avec notre microbiote, que nous avons en nous plus de cellules microbiennes que de cellules humaines et que nous habitons un monde qui n'est que le souffle des mutations des bactéries de nos ancêtres. Il y a donc une quantité de futurs possibles à fermenter pour leur donner une chance de contaminer le réel en cette année 2064. Pour vous donner un ressentir et à vivre ce que fut vraiment une énorme révolution dans les années 2020, et notamment en 2024, ici même à la Cité de la Gastronomie avec la première exposition microbiote en 2024, ça, c'était ce qui a mené à cette grande révolution qu'on appelle aujourd'hui la bactérocène, la microbiocène ou la radio-microbiotique. Un vrai tournant microbien, c'était le début de la reconnaissance que ce que nous appelons notre corps, notre moi, était en réalité un organisme en symbiose avec ses communautés. Une myriade d'êtres, de microbes qui vivent en nous, autour de nous et sur nous. Et l'idée que nous sommes nous-mêmes des sociétés, des foules, des multitudes. Dans les années 80, il y avait déjà eu des petites tentatives d'expliquer ce monde intérieur qui était invisible aux enfants. C'était ce qu'on appelait à l'époque des dessins animés. Le premier, c'était en 1986. Lieutenant! Mon lieutenant! Colonie de bactéries en vue! Du calme! Ce sont des Escherichia coli, nos meilleurs alliés, imbéciles. Qu'est-ce qu'on vous a donc appris à l'école? Et vous en verrez encore des milliers, des millions d'autres. Alors, on se tricote quelques vitamines? Et que ferait-il si nous n'étions pas là pour fabriquer ces vitamines qu'on ne trouve pas dans les aliments? Dites-le-moi! Voilà, ça c'était un petit dessin animé qu'on appelait à l'époque « Il était une fois la vie », les enfants, et on voyait la vie intérieure des bactéries. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les enfants? Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu cette bactérie? Vous savez comment elle s'appelle? Non. Alors je vais vous donner des cartes d'identité. Vous allez commencer à réfléchir, un peu comme en 2020, quand on commençait à cartographier les bactéries. Regardez, vous allez voir, vous allez pouvoir passer ça à vos parents. Et vous allez voir que, par exemple, ce qui a l'air d'être un petit monstre là, comme ça, vous savez ce que c'est? Vous savez comment on l'appelle? Escherichia coli. Et figurez-vous qu'on en a tous en nous et qu'elles nous veulent du bien. Mais quand elles sont trop nombreuses, eh bien, elles peuvent nous créer un problème. Bref, c'était à ce moment-là où on commençait à modéliser, à voir vraiment à quoi ressemblaient les bactéries. Et donc, en 2024, on se rendait compte que les microbes étaient des acteurs puissants qui façonnaient nos vies et qu'on leur devait presque tout. Ils nous ont nourris, soutenus, abreuvés. Ils ont permis de créer, de recréer et de connecter les vivants. Et ça concerne nos vies passées, présentes et futures. Alors, je vous propose cet après-midi qu'on tourne un album un peu exceptionnel, celui de ses archives, celui qui a permis cette prise de conscience dans les années 2020, de cette reconnaissance si vitale qu'on a des liens entre ce qui nous est invisible en nous, mais aussi ce qu'on mange, notre gastronomie, parce qu'on est quand même à la Cité de la Gastronomie. Et comme science et gastronomie, ça doit permettre de laisser libre cours à des articulations imprévues, à des mutations, à des échos, de la poésie et surtout le goût des autres et de l'inattendu, parce qu'on est tous des compositeurs. On a fait un petit plateau un petit peu atypique aujourd'hui et on va essayer de s'adresser à nos invisibles. Alors je vous demande d'abord, après cette petite présentation un peu longue, peut-être, oui, d'applaudir le premier trio français qui a entamé un dialogue musical avec les bactéries en 2024 avec Seb Martel à la guitare. Applaudissez-le très très fort, s'il vous plaît. Cindy Poche au chant et Olivier Koundouno au violoncelle.
Microbiote, tous en scène. Radio Microbiote, tous en scène. Radio Microbiote, tous en scène. Radio Microbiote. Radio Microbiote, tous en scène. Ok, alors on a des enfants, on a l'avenir avec nous, on a 2084 avec nous, mais on a aussi des invités exceptionnels qui auraient été des témoins majeurs, figurez-vous, pour l'humanité. Attention, je vais vous demander aussi un tonnerre d'applaudissements pour eux, parce qu'eux, ils font les dialogues, mais eux, ils ont regardé les microbes à la loupe et ils ont permis des communications incroyables avec les invisibles. Je vous demande d'accueillir Joël Doré, directeur de recherche à l'INRAE. Grand applaudissement. Asseyez-vous là, Joël, merci. Alors, figurez-vous que c'est son hologramme, hein. C'est l'hologramme de Joël Doré en 2024. Rappelez-vous, on est en 2064. On a aussi avec nous un chef triplement étoilé qui officie au restaurant Marcon à Saint-Bonnet. Le Froid, il s'appelle Régis Marcon. Tonnerre d'applaudissements pour Régis Marcon, un immense chef étoilé français qui est avec nous ce soir et on va parler de bactéries. Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup Régis. On a aussi un chercheur spécialisé dans le microbiote et l'alimentation, officiant en 2024 à Métagénopolis. Je vous demande d'applaudir très fort aussi Patrick Vega. Oui, bienvenue Patrick. Alors on a des musiciens, des chefs, des chercheurs, des gens qui réfléchissent, mais il nous fallait aussi des gens qui regardent le vivant, quelqu'un qui soit biologiste et philosophe aussi. Je vous demande d'applaudir Béatrice de Montterra, s'il vous plaît. Radio Microbiote. Tous en scène. Radio Microbiote, tous en scène. Radio Microbiote, tous en scène. Radio. Microbiome. Radio. Microbiome. Tous en scène. Tous en scène. Alors on a réuni beaucoup de gens pour parler de ce sujet hautement philosophique, hautement gastronomique et hautement radiophonique. Mais je voulais vous raconter comment moi aussi j'ai commencé à m'intéresser à mon microbiote intestinal, à la communauté donc des espèces microbiennes qui vivent en nous. Donc c'était dans les années 2020. J'avais essayé de cultiver des microbes hors de mon ventre, je vous rassure, en essayant de fermenter des sauces et des légumes. Je vous raconterai tout ça parce que je vais demander à Régis Marcon son avis. Mais j'ai aussi commencé à regarder mes excréments autrement, en essayant de lire ce qu'ils disent de mon état et de mon identité, puisque nos bactéries intestinales s'y retrouvent. Alors, un peu comme on regarde le ciel et la voie lactée allongée dans l'herbe en été, j'ai imaginé ces milliards de petites particules invisibles, ces agents invisibles qui digèrent nos aliments, qui musclent nos systèmes immunitaires et qui agissent sur nos humeurs. Toute cette population de cellules de microbes invisibles que les chercheurs ont commencé à appréhender dans les années 2020. Pour ce qui est nos microbes à nous, il y a 10 ans, on ne savait pas grand-chose. Maintenant, on pense qu'on commence à mieux les cerner, à mieux les connaître. Il y en a 4 10 puissance 13 associés à chaque individu, donc c'est énormément de cellules. Je ne peux pas vous dire, 10 puissance 13, c'est 10 puissance 9, c'est le milliard. Ça fait combien ? 10 puissance 9 pour aller 10 puissance 13 ? De 9 à 13, il faut multiplier par, il faut rajouter 9 plus 4, donc ça fait 10 000 milliards. Ça fait un grand nombre de cellules. Donc après, il faut aller dans des notions qui sont quand même au-delà du milliard. Au-delà du milliard. À l'époque, on n'était que 7 milliards sur la planète. Mais même les chercheurs du CNRS, à l'époque, dans les années 2020, ils se trompaient un peu dans les calculs, parce que ça faisait beaucoup, tout d'un coup. Et ils commençaient à se demander comment les micro-organismes qui se retrouvent donc dans nos matières fécales peuvent raconter nos vies, nos intimes. Peut-être nos intimités, ça c'est sûr, mais peut-être aussi nos voyages, nos rencontres. Et surtout, est-ce que nos microbes sont français ? C'est la question que s'est posée dès les années 2020 l'INRAE au moment de lancer le grand projet French Guts pour radiographier le microbiote tricolore en biobanquant l'ADN de nos bactéries. Stockés à Jouy-en-Josas, en pleine forêt, des centaines de milliers de tubes à essai remplis de sel des Français avec des petits bouchons rouges au bout se sont trouvés entreposés. C'était des dons de l'histoire, des dons de la France à l'humanité finalement, qui donc racontaient comment on mangeait français dans les années 2020. Et ils étaient toutes conservées dans une sorte de coffre-fort géant.
Alors là, vous avez une zone propre et une zone sale. Il faut mettre surchose et blouse pour pouvoir passer la ligne. Vous rentrez dans un sas et vous allez avoir une ligne jaune au sol. Vous ne pouvez pas passer la ligne jaune sans protection et inversement dans le retour, il faut retirer les protections pour passer la ligne jaune. Il faut savoir aussi que vous êtes sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. Actuellement sur la plateforme, on a reçu environ 12 000 échantillons de sel. Alors Joël Doré, vous étiez à l'origine de ce projet. Vous avez eu envie de cartographier les selles des Français pour essayer de savoir ce qu'ils mangeaient et ce que ça dit de notre identité, de notre peuple. Oui, Elodie, on s'est donné comme objectif de construire pour la première fois une base de connaissances sur le microbiote intestinal des Français sur la base de volontaires. L'objectif était de 100 000 volontaires. Et pour avoir cette notion de qu'est-ce qu'est le microbiote finalement chez nos concitoyens français en lien avec leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de vie, leur état de santé évidemment. Cette connaissance-là a été construite pour fournir finalement la base nécessaire pour mieux recommander comment bien se nourrir et comment bien nourrir son microbiote, et puis aussi comment aider les médecins à mieux gérer les maladies qui, à l'époque encore, étaient en augmentation d'incidence incontrôlée, comme les grandes maladies de société moderne, en fait, le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires, articulaires ou intestinales, quelques cancers en réalité, et puis aussi des troubles neurologiques, neurodégénératifs ou neuropsychiatriques. Mais Joël Doré, est-ce que vous imaginiez que les Français avaient une alimentation particulière? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, saucisson, fromage, ça va donner des sels particulières ou en tout cas des bactéries particulières? Alors, on avait déjà une petite notion sur les grandes géographies mondiales, en fait. On savait déjà que quand on caractérisait des microbiotes intestinaux en Inde ou en Chine ou aux États-Unis, par exemple, c'était pas tout à fait pareil. Et on a pu positionner le microbiote français, le French Gut, dans ce paysage international et montrer que globalement on était européens, on était assez proches en fait, des microbiotes de nos compatriotes européens. Est-ce que si je vous dis par exemple, si je vous présente donc Régis Marcon qui est avec nous, vous pourrez peut-être dresser une cartographie de son microbiote. Est-ce qu'on peut vous demander, Régis, ce que vous avez mangé enfant déjà? Enfant, j'ai eu la chance d'être né, de vivre, je dirais, à la campagne. Je ne veux pas faire la comparaison avec la ville, mais tout de suite, c'était le jardin, hein, de toute façon. Donc, j'ai été biberonné au départ et surtout après avec beaucoup de légumes, notamment. Et puis, du jardin. Et bien sûr, les protéines locales, l'élevage local. Peu de poissons, malheureusement. Et vous étiez en montagne, c'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Puis bon... l'approvisionnement était peut-être un peu différent. Je suis pas âgé, 68 ans, mais déjà, quand on était jeune, on n'avait pas tout sous la main à l'époque. C'est finalement une cuisine de restaurant parce que maman était restauratrice, mais baignée dans les légumes quand même, puisque nous avions à l'époque déjà 2 jardins. Qu'est-ce qu'elle cuisinait, votre maman, Régis Marcon? Elle cuisinait ce qu'on aimerait bien que beaucoup de restaurants, surtout à la campagne, puisqu'on perd de plus en plus cette restauration du jour. Maman, elle cuisinait ce qu'elle avait sous la main. Donc, il n'y avait pas les mêmes transports également. Donc, il n'y avait qu'un menu du jour. Et on perd beaucoup de ces restaurants où des femmes et des hommes aussi tenaient. C'était le menu du jour, point final, on ne choisissait pas. Mais bon, c'était le haricot vert en ce moment qui arrive. C'était en fait le regard sur le jardin, le regard sur l'approvisionnement. Un accès aussi aux protéines qui était différent, parce que moi je me rappelle de ma jeunesse, le poulet c'était le dimanche, quand le poulet avait ce côté un peu, je dis pas prestigieux, mais c'était une habitude, c'était le dimanche. Maintenant vous descendez en bas, vous allez dans un food truck ou j'ai rien contre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit du poulet de partout, ou d'autres viandes bien entendu. C'est omniprésent la protéine. Est-ce que ça se ressent dans les analyses? Est-ce qu'on peut le voir dans le séquençage de l'ADN de nos bactéries? Est-ce que vous pensez que Régis Marcon, alors on ne peut pas, avec une grande certitude, identifier le régime alimentaire à partir du microbiote. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le régime alimentaire influence le microbiote, et notamment, Régis nous parle de fruits et légumes, notamment la composante fibre.
de l'alimentation qui va nourrir une composante assez spécialisée dans le microbiote intestinal, qui sont des microbes qui ont beaucoup d'équipements génétiques nécessaires pour dégrader les fibres. Et on peut même l'imaginer comme quelque chose qui a trait à la diversité finalement. Les microbes ne voient pas arriver de la betterave, de la carotte ou de la noisette, ils voient arriver de la cellulose, ils voient arriver de la pectine, de l'amidon résistant, ils voient arriver des hémicelluloses. Et donc ces spécialistes-là sont capables de dégrader tout ça. Et si on leur apporte énormément de diversité, de fibres alimentaires, on va nourrir en fait cette écologie. Donc c'est important parce qu'on va construire la diversité de notre microbiote, notamment en grande partie à partir des fruits et légumes. Joël m'amène un petit peu, me conforte un peu de ce que l'on fait, que l'on essaye de faire au maximum. Moi, j'ai le grand plaisir de nourrir ma petite école aussi en dehors du restaurant à Saint-Bonnet. Et on a mis en place un plan, pas un plan nutrition, enfin un plan tout simplement à la fois de la qualité des produits, la façon dont on les transforme, et aussi de connaissances pour les enfants du produit lui-même, voire sous forme d'atelier. Et ce que vous me dites là m'intéresse parce que souvent, je le dis, c'est pas pour prêcher, mais on dit, on apprend à manger, on apprend à compter, on apprend à lire. Et ben, pourquoi apprendre à manger ne serait pas aussi une des bases, hein? Et quand on parle de microbiote, je comprends qu'à un certain âge, comme on apprend une certaine langue aussi, jeune, cette période est importante pour inscrire justement sa microbiote. C'est ça? Oui, Élodie le disait en introduction, finalement, on est microbien. On est 40 000 milliards de bactéries et plein d'autres microbes encore, en fait. Et donc, se nourrir, c'est aussi nourrir ce jardin intérieur. Alors, si on arrive à si bien cartographier ce jardin intérieur, si on arrive à si bien compter les microbes, finalement, c'est parce qu'on a réussi à les voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a longtemps regardé le ciel. Bon, alors, il y avait beaucoup d'étoiles, mais les microscopes n'ont pas servi depuis très longtemps, finalement, à regarder ce tout petit. Et on doit quand même cette révolution, cette prise de conscience à une personne que vous avez connue, que vous connaissez, qui avait à peu près 80 ans en 2024, Joël Doré. C'est Stanislav Dusko-Erlich qui a été le premier à avoir l'idée de séquencer le génome des bactéries en collaboration donc avec des scientifiques du monde entier. Toute l'humanité s'est mise à se dire on va se réunir pour pouvoir bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, il a lancé en 2008 l'idée que voilà, on pourrait séquencer le génome des bactéries. À l'époque, on ne connaissait pas encore grand-chose du microbiote, en tout cas de tout le gène des bactéries qui peuplent nos intestins. C'était un continent un peu inconnu en 2008. C'était une très grande révolution. Il y avait un très large consensus qu'il fallait le faire, que c'est le moment de le faire, qu'on pouvait le faire et qu'on va le faire. Parce que ça concernait en fait le genre humain en général. Ça concernait le genre humain, mais quand vous regardez la panoplie de gens qui étaient autour de la table, les académiques, les médecins, les industriels et les agences de financement, c'est quand même un panel très large pour explorer les métagénomes des bactéries. On s'est rendu compte que les bactéries collectivement portaient 3 millions de gènes, tandis que nous, les humains, nos gènes, il y en a 23 000. Pour vous donner une comparaison, la taille d'un humain comparée à la taille de la Tour Eiffel, 100 fois plus. Donc c'était quand même absolument formidable. On récolte un microchouille de cellules humaines, on extrait l'ADN de ces cellules, et on utilise le séquençage d'ADN pour savoir tout ce qu'il y a dans les cellules. Fesses, les selles, la merde, shit en anglais. Dans le jargon scientifique, on se veut poli, donc des matières fécales. Quand on parle entre nous, ton caca n'est pas super bien. Imaginez-vous que l'analyse de vos selles, de votre caca, révèle que vous avez perdu une partie de votre richesse microbienne. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, cher Joël Doré. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si votre caca n'est pas super bien, mais en tout cas, on peut quand même dire... Il est bien ? Oui, j'en doute pas. Mais on peut dire que nous, occidentaux,
notre caca n'est pas super bien. En tout cas, il révèle qu'on a perdu une Effectivement, partie. on a pu comparer en fait le caca occidental avec celui de populations qui sont restées à l'écart de la modernité jusqu'aux années 2024. Et à ce moment-là, on s'était rendu compte qu'on avait dans les populations occidentales, les populations qui vivaient de façon moderne, on va dire à l'époque, il y avait 50% de moins de richesse dans leur microbiote intestinal par rapport à ces populations qui vivaient en Amazonie, par exemple, ou dans les savanes africaines. Ce qu'il faut voir, et là je me tourne vers vous, Patrick Vega, vous qui êtes spécialiste donc, du microbiote et de nutrition, d'alimentation, c'est que c'est le régime qui va vraiment déterminer l'évolution de nos bactéries et en particulier certaines bactéries qui réagissent par exemple à ce que nous on appelle la junk food et ce que vous appelez la diète occidentale. Je ne sais pas si vous mangez tous de la junk food, vous occidentaux, mais vous, scientifiques, c'est comme ça que vous qualifiez notre alimentation. C'est ça. Il faut savoir que notre microbiote est malléable, donc il va s'adapter à ce que l'on mange. Alors ça a des bons aspects, mais ça a aussi des aspects qu'on pourrait non souhaitables. Si on mange trop de junk food, il y a une publication scientifique qui est sortie très récemment qui montre qu'en fait, un des microbes qui a l'habitude de dégrader les fibres, comme Joël le précisait, en fait, s'est habitué à ne plus manger ces fibres et plutôt à manger des mucines, donc des produits que votre corps va sécréter. C'est-à-dire à nous dévorer. Il va commencer à nous dévorer, effectivement. Attention, et il s'habitue à ça. Et effectivement, il va commencer à prendre des mutations et on va sélectionner, un peu comme si on sélectionne Frankenstein, on va sélectionner une nouvelle souche de cette espèce-là. Et comme conséquence, ça veut dire que si on réverse et qu'on commence à remanger des fibres, eh bien cette espèce n'aura plus cette habitude, elle aura perdu l'habitude de manger des fibres. Donc il faudra un certain temps pour être ensemencée par une nouvelle souche qui, elle, pourra digérer les fibres. Voilà. Donc notre microbiote a quelque part une mémoire de ce que l'on mange. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, grâce quelque part à nos excréments, on arrive à prendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes en train de devenir, nous occidentaux, mais nous, êtres humains. D'une certaine manière, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas que des homo sapiens, puisqu'on vit en symbiose avec beaucoup d'invisibles autour de nous et en nous. Ça, c'est déjà une première évolution. Mais regardez quelque part ce qu'il y a de plus trivial en nous, parce que c'est vrai que c'est rare. Les enfants, vous regardez parfois votre caca ou pas? Oui. Il est comment aujourd'hui? Bah, je sais pas. Il est comment aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Bon, je pense que même les enfants ne regardent pas assez leur caca, mais ça permet d'en apprendre énormément sur nous-mêmes et c'est presque une révolution parce que philosophiquement, ça nous ouvre aussi sur une certaine altérité, sur ce besoin d'être en connexion avec les invisibles en nous. Et ça, c'est quelque chose que Dusko Ehrlich avait déjà envisagé, puisqu'il est un peu philosophe aussi. On reviendra avec vous, Béatrice. Mais c'est une vraie révolution aussi de se pencher sur ces excréments pour essayer d'en apprendre aussi sur nous-mêmes, mais aussi sur l'autre. Philosophiquement, on pourrait réfléchir, mais d'une façon plus pragmatique et pratique. En tant que scientifique, je suis assez attaché à des faits. Les faits me disent qu'en effet, être en contact avec les gens qui viennent d'ailleurs peut m'être bénéfique. Peut être surtout bénéfique aux gens qui ont perdu cette diversité des mondes microbiens. Nous échangeons nos microbes. Quand nous constatons que la diversité chez un individu est perdue, ce n'est pas juste moi, malheureux. C'est nous qui vivons dans cette communauté qui collectivement perdons la richesse. Et comment la restaurer? Il faut approcher ces microbes utiles. Et qui les porte? D'autres humains. D'où viennent-ils? De contrées différentes. On voit bien que les espèces microbiennes qui sont peut-être rares ou absentes dans les pays industrialisés, qui ont été perdues pendant les générations, peuvent être retrouvées dans les populations
qui ne vivaient pas dans ce genre de conditions, avec les antibiotiques excessifs, avec l'hygiène très poussée, avec une alimentation peu diversifiée, l'immigration peut nous exposer à ces réservoirs de microbes et aider à restaurer nos microbes à une richesse et donc nous aider à préserver notre santé. L'immigration, c'est une bénédiction. L'immigration, c'est une bénédiction. Dire des choses, dire des choses, encore. Je veux dire des choses avec ce corps. Dire des choses. Je veux dire des choses avec ce corps. Dire des choses. Je veux peindre les désirs en or et décider de jouir encore. Je veux dire des choses avec ce Je veux dire des choses avec ce Je veux prendre les désirs en or et décider de jouir Merci. Donc ce trio de Sébastien Martel, Cindy Poche à la voix et Olivier Kounduno. Dire des choses avec ce corps et avec évidemment tous les invisibles. Vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi les nourrir pour qu'ils puissent nous parler et nous raconter des choses. Vous aviez commencé à dire que quand même qu'est-ce que vous nous conseilleriez de manger, peut-être, Patrick Vega, vous qui êtes spécialiste? Donc, manger des fibres, effectivement, comme le dit Joël. Et concrètement, ça veut dire quoi? Les fibres, il y a deux grandes sources majeures de fibres dans notre alimentation, c'est le pain et les pâtes. Voilà. Donc, manger du pain et des pâtes, et si possible, des pâtes complètes et du pain complet. Et là, vous augmentez beaucoup plus votre apport de fibres. Et enfin, quelque chose qu'on oublie, quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui et qu'on avait avant comme réflexe, c'est manger plus de haricots, de pois chiches, des légumineuses. Combien d'entre vous ont mangé des haricots aujourd'hui? Combien? Levez la main. Ah, bravo. On les applaudit. Mangeurs de haricots, bravo. Très, très bien, très, très bien. Mais en sortant de cette émission, je pense que vous aurez encore plus envie de manger des légumineuses parce que nous avons la chance d'avoir avec nous un chef triplement étoilé, Régis Marcon. Vous vous êtes spécialisé un petit peu dans les légumineuses. Est-ce que vous diriez que ça a été un apprentissage ou est-ce que vous aussi, ça a été quelque chose d'assez inné? Alors, on sait que vous n'êtes pas loin des lentilles du Puy. Peut-être que vous avez grandi avec les lentilles? Oui, en effet, j'ai grandi avec les lentilles parce que c'est un peu la fierté de notre département. La lentille verte du Puy, on a su la préserver et voir augmenter ses capacités de production. Et
Bien sûr, dans notre métier du cuisinier, on a une formation préalable qui, malheureusement en France, et des fois, on oublie un peu trop l'aspect nutritionnel. C'est d'ailleurs sur ce sujet que je travaille en ce moment, de façon à ce que un manuel, ne serait-ce qu'écrit, vidéo, mais surtout le savoir-faire, ce qu'on apprend à l'école, est important qu'un cuisinier, quand il commence, il ait cette notion de nutritionnelle. En ce moment, pas qu'en ce moment, depuis bien longtemps, on s'intéresse à la protéine, et la protéine végétale notamment, et on sait très bien qu'un apport de X, trois quarts céréales et un quart légumineuses sont importantes pour avoir le nombre d'acides aminés. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai des spécialistes autour de moi qui sont plus importants. Mais ce que je voudrais dire, deux choses, c'est la première, ça donne un sens pour nous en cuisine. On n'est pas, peut-être, on fait ça au quotidien, mais on est tous ici, je vois des mamans, mais des papas aussi, on est tous un peu des experts de la nutrition à un niveau, parce qu'on s'intéresse pour nous, on s'intéresse pour notre famille, on s'intéresse pour nos amis, pour la première raison, déjà, le bien-être. On sait combien c'est important. Et cette exposition microbiote et je dirais le thème de la Cité de la gastronomie, c'est un thème fort parce que voilà, on se rend compte que beaucoup de choses, la plupart des choses sont liées à notre alimentation. Alors en tant que cuisinier, je dirais il faudrait rester simple parce qu'on est souvent inondé par beaucoup d'informations. Des fois, on se culpabilise même quelquefois, mais c'est simplement dire regardons la nature telle qu'elle est. Il y a une saison, il y a des légumes, il y a des marchés. Intéressons-nous à la production aussi, sans être dans des focus, il y a ceux qui font bien, ceux qui font mal. Forcément, il faut s'y intéresser. Mais en ce moment, on est dans une période assez extraordinaire, le mois de juin. Vous avez moi j'appelle ça un peu une renaissance des herbes et des légumes. L'hiver aussi, il y en a beaucoup, bien entendu, mais vous avez une capacité de cuisiner des légumes verts avec une chlorophylle hyper intéressante, l'associer avec des légumineuses. Alors, il y a un panel qui est incroyable, quoi. Je crois que le tout, c'est de rester simple. Mais avant tout, c'est régi quand même par je ne sais pas si c'est un instinct, mais c'est normal. Il faut que ce soit bon. Voilà. Hein, et ça, je le vois avec les enfants. On peut amener du végétal, des crudités, etc. Mais avant tout, il faut que ce soit bon parce qu'à un moment, le plaisir, je dirais pas d'absorber parce que je trouve que c'est péjoratif, de manger tout simplement, de mastiquer, de prendre son temps, de comprendre ce que l'on mange, c'est incroyable. Et c'est ma vie de tous les jours et un peu de tout le monde ici, puisqu'on s'intéresse à la cuisine. Alors, Béatrice de Monterra, vous qui êtes philosophe, est-ce que vous diriez qu'il faut avoir, comme le dit Régis Marcon, un instinct dans le fait de s'alimenter? Parce qu'on a tendance à essayer de se libérer de nos propres instincts, vous qui êtes philosophe, c'est ça quand même, hein, la philosophie, c'est d'aller à l'encontre de nos instincts. Est-ce que finalement, il faudrait les retrouver pour philosopher en cuisine? Alors, je pense que c'est très intéressant de poser la question de l'instinct un peu de manière pour piquer un peu les philosophes. Il y avait un philosophe qui s'appelle Alain qui disait quand même, la plupart du temps, quand vous sentez un peu déprimé ou ça va pas trop, regardez déjà ce que vous avez mangé. Donc, en réalité, certains philosophes étaient déjà dans la réalité pragmatique et se demandaient s'il n'y avait pas un lien. Et je pense qu'on a tout à gagner en tant que philosophe à effectivement se reconnecter à un lien qu'on a à l'intérieur de nous avec les petits êtres vivants qui sont à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qui est finalement, je m'en suis rendu compte, puisque j'ai travaillé sur les questions éthiques liées à ces recherches sur le microbiote, en réalité, tout se tient. L'éthique, c'est effectivement réfléchir à nos relations entre humains, mais aussi entre êtres vivants, sauf qu'on avait un peu oublié les invisibles, les bactéries. Et en fait, si on réactualise les relations qu'on a à l'intérieur de nous avec nos microbes, c'est une manière finalement d'aller dans le même sens de l'éthique et d'ouvrir ces questionnements pour justement en vue de la santé. L'idée, c'est de dire finalement aux citoyens, aux gens qui nous écoutent, eh bien écoutez, vous avez vous aussi une part, un rôle dans la science de demain et dans la préservation de votre santé. Et l'éthique va dans le même sens parce qu'elle va dire on ne peut pas faire de la science du microbiote de l'extérieur. On a besoin de vous pour participer, pour donner vos selles et pour aussi nous donner des indices de cette relation avec vos microbes. Donc oui, finalement, comme disait Alain,
occupons-nous de ce que nous avons mangé et souvenons-nous, peut-être même connectons-nous avec ces bactéries qui vivent en nous, parce qu'en fait, c'est une manière de retrouver, on le sait au fond, mais on l'a oublié, de retrouver finalement les liens entre êtres vivants qu'on a tous, y compris avec nos bactéries, et qui sont normalement la chose qu'on a à construire dans notre existence. On a à construire la façon de nous comporter entre êtres vivants. Mais peut-être que Patrick Veillet, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, parce que l'instinct des Français aujourd'hui n'est pas vraiment de manger des légumineuses. La superficie des terres agricoles a diminué de plus de 40% en ce qui concerne les légumineuses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Alors, un autre frein, on va dire, à la consommation de légumineuses ou d'augmentation des fibres, c'est les effets néfastes, non souhaités aujourd'hui, qui sont la production de gaz. Plus on mange des fibres et plus on va produire des gaz. C'est-à-dire? Il y avait On n'a pas compris. Les enfants, vous avez compris? il y avait un dicton aveyronnais qui disait qui pète plan se porte plan. Autrement dit, qui pète et rote, bien se porte. C'est une adaptation plutôt française. Et l'idée derrière, c'était de se dire que si on pète, c'est qu'on produit beaucoup de gaz. Et si on produit des gaz, c'est qu'en fait, la machine intérieure fonctionne et elle fonctionne beaucoup. C'est ça. Et ça veut dire, c'est juste un signal qu'on a bien mangé nos fibres et qu'on a une alimentation plutôt bénéfique. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Sur le son, je ne sais pas, mais moi, ce que je remarque je n'ai pas étudié la question spécialement, je cuisine des légumineuses depuis souvent, mais ce qui freine un peu, c'est la ménagère, voilà, faut cuire les lentilles, il faut cuire les haricots, c'est un peu la technique. C'est d'ailleurs ce que j'explique un peu en partie dans mon livre. Il y a une technique qui n'est pas compliquée, mais voilà, donc il y a une germination ou pas, mais il faut faire tremper. Bien entendu, je ne vais pas vous exposer un peu de ce qu'on peut faire avec les... Donc ça freine un petit peu. Maintenant, on retrouve fort heureusement, sous forme apertisée ou autre, des produits intéressants, que ce soit dans les haricots rouges, un peu moins dans les lentilles, parce que la lentille, ça cuit beaucoup plus rapidement. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais c'est intéressant de travailler sur ce produit. Maintenant, on sait qu'on est quand même un des pays les moins producteurs, alors que nous l'étions. On a divisé par 7 pratiquement nos productions de légumineuses et c'est vraiment dommage. Alors après, il y a la technique elle-même de la cuisson, mais aussi pour avoir voyagé un petit peu dans un pays où la légumineuse est une consommation, je dirais presque journalière, l'Inde notamment. C'est un pays pratiquement végétarien. Il y a des techniques de cuisson, bien entendu, mais il y a aussi, j'ai remarqué en discutant avec des cuisiniers, que l'épice intervenait aussi dans le fait d'avoir un petit peu moins de fluctuance. Il y a aussi tout le procédé de cuisson au départ. C'est pas anodin de mettre un morceau de thym, c'est pas anodin de mettre un clou de girofle, c'est pas anodin tout ça. De même que de mettre un peu de bicarbonate de soude, c'est pas anodin non plus. Ça vous permet de baisser un petit peu le taux basique de l'eau, qui font qu'à la sortie, vous avez des préparations qui sont à la fois gourmandes et que vous absorbez bien. Mais je reviens à ce que tu dis, pétons de temps en temps, ça fait du bien. Alors au Cameroun, on a une expression pour dire bon bah oublie ça, finalement quelque chose qui te tracasse, une petite lourdeur, alors de cœur, pas forcément d'estomac, oublie-la, on dit enlève ton cœur. Enlève ton cœur, enlève ton cœur sur ça. Repeuple de myriades de couleurs,
les terres d'effroi. Enlève ton cœur, enlève ton cœur sur ça. La douceur, l'espoir, qu'il soit. Enlève ton cœur, enlève ton cœur sur. Cindy Poche, Sébastien Martel et Olivier Kounduno au violoncelle. Merci. J'espère que vous vous sentez plus léger, plus aérien et que vous êtes prêts cette fois-ci pour encore un voyage. On était donc au pays de Cindy. Alors, c'est vrai qu'on peut suivre, je vous encourage tous à suivre les recettes de Régis Marcon, légumineuses, céréales et légumineuses aux éditions de La Martinière. Je vous propose par exemple la tartelette aux lentilles blondes façon Mont Blanc avec du sucre glace, de la poudre d'amande, du beurre mou, de la poudre d'amande, encore des crèmes de marron. Enfin voilà, l'idée de manger, voilà, regardez, on peut manger les lentilles même en dessert. Vous trouverez dans ce livre plein de choses extraordinaires. Mais moi, je me dis, bon, depuis que je m'intéresse au microbiote, j'essaye de cultiver les microbes moi-même, c'est-à-dire que je fais de la fermentation. Alors, comme j'avais quand même Régis Marcon triplement étoilé avec nous, je me suis dit, j'ai envie de vous faire goûter quelque chose, une petite expérience. Donc là, j'ai cultivé des microbes. Alors, c'était le jour de la dissolution, j'ai préparé un kimchi, donc c'est un plat coréen. Alors, bon, c'est un hasard. Et donc, il y a... Parce que vous allez me dire si les microbes se développent pareil selon les territoires et selon les terroirs. Parce qu'en France, on a quand même, cher Régis Marcon, la notion de terroir. Ça, c'est intraduisible dans aucune langue. Vous qui voyagez beaucoup en Asie, je ne sais pas si vous savez traduire terroir en anglais ou en japonais, mais je ne pense pas. Non, voilà. Vous pouvez prendre le micro. Alors, donc voilà. Donc, on a essayé de se poser la question de savoir si un même kimchi créé à Paris allait se développer pareil à Paris, à Genève et à Lyon. Genève, c'est, je vous demande d'applaudir Olivier Kounduno qui a lui aussi fait beaucoup de routes pour venir depuis Genève et il a accepté de finir la fermentation de notre kimchi à Genève. Alors, est-ce que vous pourriez goûter avec un petit peu de pain et peut-être un petit peu de beurre celui-là et me dire si les microbes ont le même goût une fois qu'ils ont été élevés, grandis donc dans ce kimchi? Un à Paris, un à Genève, un à Lyon. Vous savez pas évidemment. Enfin, si j'ai déjà dit. Bon, vous devez deviner celui qui a le plus de goût. Et on va voir si c'est la ville qui fermente le mieux. On va peut-être essayer de faire... Est-ce que ça, c'est possible, Joël Doré, que finalement, les microbes donnent aussi un goût, finalement, au saucisson, au vin, à tous nos plats, parce que c'est aussi le terroir? En France, on connaît bien ça avec les fromages notamment, c'est qui est aussi une fermentation et avec une influence majeure du terroir, de l'endroit où sont faites les préparations fromagères. Même pour des recettes qui vont se ressembler beaucoup, on a effectivement un impact majeur. Et à l'intérieur d'un petit territoire, entre les laiteries par exemple, on a aussi une influence de l'environnement microbien de la laiterie sur l'affinage des fromages. Un peu fort, hein? Oui, mais je ne suis pas dépaysé. J'étais il y a 15 jours à Séoul. Ah, un voyage un petit peu dans... Justement, je m'intéresse bien sûr, comme tous, un peu à la fermentation. Peut-être, je ne dis pas l'expliquer parce que
ça serait peut-être un peu long et tu le feras certainement mieux que moi, mais l'intérêt de la fermentation qui existe depuis que l'humanité existe, hein, c'est pas un phénomène nouveau qui apparaîtrait parce que c'est tendance, etc. Mais c'est important, moi, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première, pour la santé, tout simplement. On sait très bien qu'un produit fermenté amène dans l'organisme beaucoup plus d'énergie, vitamines, etc. Digestion, alors on est dans le microbiote, forcément, l'exemple type d'un produit français que vous connaissez tous, mis à part le saucisson, le fromage, etc. Le vin est un produit fermenté, mais c'est la choucroute, bien entendu. Moi, personnellement, le choucroute, je la digère bien et je sais pourquoi. Hein, ce côté fermenté, si c'est bien fait. La deuxième raison qui me paraît importante, c'est dans le monde où on vit, où on veut aller très vite, on veut gagner de l'argent, ça c'est autre chose, ça a toujours été. Mais le gaspillage, je pense, vous savez, la culture, elle est là. On passe une année extrêmement difficile. Je dis, il passe, parce que je ne suis pas producteur, même si j'ai mes propres jardins. Une année extrêmement difficile sur la céréale, même sur la légumineuse. Il faut savoir que la lentivière du Puy, on va avoir une production qui va être de moitié par rapport aux conditions, pratiquement par rapport aux conditions météorologiques. Il est important que le surplus, parce qu'il y a un surplus agricole qui est énorme, que nous, on s'y intéresse, pas que les cuisiniers, mais toute la filière, je dirais, agricole et production, etc. Parce que la fermentation fait partie d'une niche qui devient de plus importante, de mettre en place de la fermentation sur les conservations. Parce que non seulement éviter le gaspillage, mais elle est bonne pour la santé. Alors, si je me réfère au kimchi, le kimchi, c'est ancestral, hein, c'est le 3e siècle, hein, pratiquement, qu'on identifie en Chine. La Corée, c'est venu bien après. Cette méthode qui a toujours existé, bien entendu, mais on l'identifie comme étant un produit bon pour l'homme. C'est dans les écrits, ça a été retrouvé, quoi. Et le dernier point, et je ne veux pas trop m'étendre parce qu'après on rentre complètement dans la technique de la fermentation, le dernier point qui est important, c'est la transformation du produit. Un produit qui a été fermenté en lactofermentation, en primaire, en secondaire, ce qu'on veut, mais c'est un changement de goût qui fait que c'est appétant. Moi, je vous donnerai juste un exemple. La première fois que je suis allé au Japon, il y a 30 ans, on m'a fait goûter le daishi, qui est un produit un peu issu pas de la fermentation, mais il y a une partie fermentée. C'était un peu pas rebutant, mais je n'étais pas habitué. Et c'est tous ces goûts qui, après, quand on est habitué, on ne peut plus presque s'en passer. Vous voyez, je vois qu'il y a du pain beurre. Si vous avez tous mangé le pain beurre dans votre enfance, je vous conseille de le faire plutôt que de acheter trop de céréales où on ne sait pas toujours. Je ne vais pas dire il ne faut pas, parce qu'on a tendance à être un peu moralisateur et donneur de leçons, surtout pas. Mais un bon pain, et tu en parlais tout à l'heure, c'est important. Avec le beurre, moi, je sais que je ne pourrais pas m'en passer parce que c'est mon enfance et mes habitudes. Voilà. Et alors, est-ce que les microbes ont un goût différent? Alors, peut-être que Joël Doré va reconnaître. Est-ce que vous avez su reconnaître? Pardon de vous couper, mais on cherche quand même le pays neutre. Qui va reconnaître le microbe de Genève? Le terreau microbien de Genève. La neutralité. J'ai peur qu'il ait moins de goût que les autres. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Pardon. Je voulais juste ajouter un élément, en fait. Ce qui est intéressant à travers la fermentation, c'est qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Quand effectivement la fermentation marche bien, on a un développement de microbes qui acidifie le légume ou le liquide dans lequel on fermente. Et donc, ça empêche le développement des microbes néfastes, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment une préparation ancestrale, et notamment parce que on peut pas faire de grosses erreurs quand on fait ces préparations fermentées soi-même. Donc, on ne peut que vous inviter à faire ça à la maison. C'est assez facile à mettre en œuvre. Et l'autre point important, c'est qu'on apporte avec du kimchi ou avec du kombucha, à chaque fois, une cinquantaine ou une soixantaine de microbes différents. Et certains de ces microbes vont potentiellement nous apporter des fonctions bénéfiques pendant le passage à travers l'intestin. Ils ne vont pas s'implanter, donc ils ne vont pas rester neutres, mais par contre, pendant leur passage, ils vont effectivement apporter des fonctions potentiellement bénéfiques, notamment anti-inflammatoires, par exemple, ou protectrices de la paroi intestinale. Et donc, c'est des éléments intéressants dont on peut bénéficier. Alors, ce qui est génial aussi avec la fermentation, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuire, il n'y a pas besoin de feu. Alors là, vous allez participer aussi
parce qu'ils ont participé. À vous maintenant. Le feu, 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 le feu. Faut jamais s'arrêter maintenant. Pourquoi tu me brûles? Je veux rester froid de marbre. Oh, ça m'agace. Pourquoi tu souffles sur moi? Feu de malheur, feu de malheur. Pourquoi tu me touches? Vas-y dans ma bouche, me fais mal. Oh, ça m'agace. Pourquoi tu ouvres mes bras? Feu de malheur. Merci beaucoup. Radio Microbiote, tous en scène. C'est pas dégoûtant, c'est des microbes. Donc, sans le feu, effectivement, on garde des micro-organismes encore plus vivants. Alors, on entendait Stanislav Dusko-Ehrlich dire que se frotter à d'autres qui viennent d'ailleurs nous permet de renouveler notre microbiote. Du coup, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu prendre ça au pied de la lettre et j'ai essayé de récupérer une mère de kombucha. J'imagine que vous savez ce que c'est, Régis Marcon. C'est ce qui permet de fermenter un thé. C'est une matrice, peut-être que vous... C'est une matrice de cellulose, c'est en gros des bâtiments créés par les bactéries en fermentation. Créés par les bactéries elles-mêmes, voilà. effectivement. Oui. Donc on récupère ça. Alors j'ai vu une petite annonce sur Le Bon Coin. Je me suis dit, je vais aller chez des gens inconnus pour récupérer une mère de kombucha et essayer de fermenter moi-même mon propre thé. Peut-être que je vais comme ça récupérer de l'altérité. Hein, chère Béatrice, voilà, se frotter aux autres, c'est quand même l'idée aussi de la vie, du vivant en général et de la fermentation. Ah ben moi, dès que j'entends l'altérité, pour moi, il y a tout un courant philosophique de la philosophie de l'altérité. Et il y a une phrase d'Arthur Rimbaud, le poète français, qui dit qui est l'autre en moi? Et en fait, Rimbaud parle de lui-même. L'autre en moi, c'est aussi moi. Et c'est ce qui l'aidait à être créatif en tant que poète. Donc j'aime beaucoup cette phrase parce que, évidemment, en travaillant avec les collègues sur le microbiote, le côté philosophique m'a poussé à me dire, mais finalement, est-ce que voilà, le microbiote ne nous aide pas à tout un tas d'autres choses, nous aide à vivre, nous aide à nous défendre contre des pathogènes, nous aide à digérer, nous aide aussi, peut-être, nous donne une philosophie de comment se connecter à l'autre.
puisque de toute façon, les bactéries sont à l'intérieur de nous et elles sont habituées à être en symbiose avec un autre être qui est l'humain. Et l'humain a oublié qu'il est aussi en symbiose avec les bactéries, mais en fait, c'est tout à fait ça. Il sait ce que c'est d'être avec un autre. Il l'a juste oublié. Donc, souvenons-nous un petit peu de notre altérité en nous. Ben, c'est ce que je me suis dit. Alors, plus trivialement, je me suis dit, tiens, je vais aller chez une inconnue. On va voir. J'ai tapé sur le bon coin et je suis arrivée dans le 14e arrondissement, accompagnée par Vincent, qui avait fait 70 km pour récupérer cette chose qui pourrait avoir l'air visqueuse et dégoûtante. Et ben, il a fait des kilomètres pour arriver chez Alice. Allô ? Allô, Alice ? Oui. Oui, bonjour, c'est Vincent du Bon Coin. Je vous appelle pour le kombucha. On est dans le hall et on cherche votre interphone. Ah oui, j'arrive, je descends. Ah d'accord. On peut monter. Oui, parce que quand même, on se connaît pas. Je connais pas l'interphone de toute manière. Ok, très bien. À tout de suite. À tout de suite. Oui. On va récupérer la mère du kombucha. C'est-à-dire, c'est ce qui va transformer le thé en boisson. Et c'est ça la magie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice, enchantée. Enchantée. Ouais, enchanté. Vous voulez monter ou oui. peut-être aller sur le... C'est tout en haut. C'est au 5e étage. Je suis désolée, j'espère que vous êtes... On est en forme. Je vous fais voir ma mère, parce que c'est devenu ma mère depuis. C'est pas souvent que j'emmène ma mère en balade, mais là, je me suis dit quand même, je vais peut-être offrir ma mère à Régis Marcon, je sais pas s'il va la prendre. Bon, pour être tout à fait honnête, chez Alice, c'était vraiment très sale, j'ai essayé, mais c'était vraiment une cata, donc j'étais obligée de récupérer une autre mère. Est-ce qu'il est bon, le kombucha? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous auriez envie de dire un peu... Non, mais très bon. Comment le décrire? Régis le disait tout à l'heure, il faut que le goût soit là. Donc oui. le goût est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas très sucré en fait. Donc comme c'est une préparation un peu acide, on sent le pétillant en fait, et c'est vraiment un régal. Comment vous décririez le goût de ça? C'est très frais. De toute façon, un kombucha, l'idéal, c'est de le consommer le plus frais possible. Et souvent, on le conserve au frigo. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, le plus dur, c'est de travailler avec cette mère. On le voit en termes boulangerie avec le chef. Quand on a parlé à le chef, c'est qu'on garde une partie de la pâte qui fermente aussi. Vous appelez ça comment? Le chef. Le chef, c'est assez étonnant. Oui. Il y a d'autres, certainement. Et là, pas le levain. Vous dites le chef. Non, le levain, c'est l'ensemble, mais le chef, c'est en termes plutôt boulanger, quoi. Et il y a en même temps, il y a toute une part de, je dis pas d'histoire, mais il y a un côté mystérieux dans toutes ces préparations qui font que quand on les déguste, il y a autre chose. Et puis, bon, forcément, et ça, je crois que c'est la finalité. En même temps, parler des produits fermentés, c'en est un aussi. Quand on est habitué à les goûter, comme ça, on dit c'est bon, etc., c'est très bien. Mais quand on fait une consommation, je dis pas régulière, mais assez quand même régulière de ces produits, de ces recettes, on se sent bien. C'est une réalité. C'est pareil dans les yaourts, dans plein de choses. Le tout, c'est, comme tout aliment, c'est être dans un équilibre, de ne pas être trop dans... Si vous buvez 4 verres de kombucha, oui, il y a forcément quelque chose qui va se passer, mais qui va être moins bien. Ça va être trop d'acidité dans la gorge, quoi. Donc, il faut être équilibré en tout. Et petit à petit, vous allez vous habituer et vous allez trouver le goût de ça. Le goût de ça, le goût de ça, tu as le goût de ça, mais je ne te trouve pas. Les fois d'effroi, le froid n'est pas ce que j'attends de toi, tu as le goût de ça. Ha, 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 ha. Son goût de ça, son goût de ça, tu ne connaîtras pas le goût de mes émois. Des ordres soient, mon cœur plus soit, je mangerai ta loi et brûlerai ta foi. Ha, 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 ha,
le goût de ça. Bravo, bravo. Merci Cindy Poche, Sébastien Martel et Olivier Kounduno. Une création originale inspirée par les œuvres de Cindy Poche que vous pouvez retrouver sur son dernier disque In Nomine Corpus. Alors, je vous invite à aller écouter. Alors, voilà, donc on l'expliquait avec le kombucha. Moi, ça m'a permis d'aller rencontrer des gens dans le 14e arrondissement que je ne connaissais pas. Donc, j'ai essayé un petit peu, petit à petit, de modifier mon identité en mangeant autrement, en cuisinant autrement. Et c'est vrai qu'en faisant cette série sur le microbiote, je me suis rendu compte que le caca dessinait aussi un horizon plus mystérieux que prévu, en fait. Un monde dans lequel ça me donnait à la fois une fenêtre sur nous-mêmes, mais sur qui nous sommes, mais sur qui nous pouvons devenir aussi. Et puisque certaines personnes pratiquent même ce qu'on appelle la transplantation microbienne, la transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on peut renouveler complètement son microbiote en dehors de son alimentation. C'est pratiqué dans des cadres médicaux, mais certains le font de façon sauvage. Et ça esquisse de nouveaux imaginaires pour philosopher autrement, chère Béatrice, mais aussi pour de nouvelles créations. Et je suis tombée sur la lettre d'une artiste qui a voulu écrire à David Bowie. Alors elle lui dit : « Cher David Bowie, je vous écris pour vous faire une demande un peu étrange. Je suis fan de vous depuis toujours. Je suis artiste et j'aimerais échanger mes œuvres contre un de vos déchets, vos excréments. Je voudrais procéder à une transplantation fécale avec vos selles et ainsi implanter votre microbiote, votre flore intestinale en moi. Bon, j'ai bien conscience que tout ça dépasse les codes, que je devrais chercher un jeune donneur, tester, etc. Mais je sens que nous sommes compatibles et que vos bactéries pourraient vivre en moi. Je souffre de la maladie de Crohn et vous pourriez changer ma vie à jamais, même si vous l'avez déjà fait avec votre musique. Que se passerait-il si, une fois ce transfert effectué, je devenais un peu vous, un peu David Bowie ? Je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui pourront vous donner cette lettre en main propre. Alors j'espère que vous recevrez mon étrange requête de façon favorable. J'attends votre réponse avec impatience. Votre fan, Katie. Radio Microbiote, tous en scène. Radio Microbiote. Merci beaucoup au Trio Soc. Alors David Bowie est mort en janvier 2016, donc l'artiste américaine dont j'ai lu la lettre, Katie Hay, n'a pas pu vivre avec le microbiote de David Bowie en elle, mais elle continue d'explorer comment le microbiote peut lui ouvrir des champs artistiques, comment on peut faire des autoportraits, des selfies avec nos bactéries intégrées. Parce que c'est vrai, si on veut se représenter nous-mêmes dans l'art, il faut qu'on se représente aussi avec nos bactéries. Et donc, ce mystère des êtres est complètement bouleversé, puisque ça change complètement notre identité. Béatrice de Montera, j'imagine que vous réfléchissez beaucoup là-dessus, sur ces questions-là. On peut devenir autre en mangeant autrement, suivant les conseils de Patrick Vega et de Régis Marcon, mais aussi, ça donne une plasticité à nos identités. Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se reconnecter à ce qui est autre en nous, nos bactéries, et peut-être à d'autres formes d'altérité qui nous construisent, mais on peut peut-être nous-mêmes se transformer. Est-ce qu'effectivement,
si je fais une transplantation fécale, transplantation de microbiote, est-ce que ça va changer une partie de mon identité biologiquement? Oui, puisque on sait maintenant que le microbiote participe de notre identité biologique. Ça éduque notre système immunitaire quand même. Donc déjà, cette identité-là immunitaire est liée au microbiote. Mais est-ce que ça va changer autre chose? Et là, c'est difficile, c'est un domaine à explorer. Mais philosophiquement, ça paraît très intéressant de se dire, est-ce qu'on n'est pas un individu étendu, un individu collectif, un peu comme les coraux en fait. Les coraux, c'est des petits polypes qui sont tous connectés par un squelette et qui finalement ont des bactéries pour protéger ce squelette. Est-ce que nous, on n'est pas beaucoup plus reliés entre êtres vivants, n'est pas beaucoup plus reliés les uns aux autres que ce qu'on imaginait? Probablement que ce qui nous sert de squelette, comme le corail a son squelette qui relie les petits polypes entre eux, c'est peut-être tous nos microbiotes, justement, qui sont connectés les uns aux autres et selon qui vous fréquentez, avec qui vous vivez, aussi un peu dans quel pays vous allez voyager, eh bien, vous échangez et vous construisez ce microbiote. Donc, effectivement, de toute façon, ça change quelque chose de vous, et ça, c'est certain, d'avoir une action d'échange, de partage de microbiote. Et si en plus vous êtes amené à faire un transfert, mais là quand même il faut de bonnes raisons, oui, je le précise. Mais en tout cas, plus vous frottez vos microbes à ceux d'autres, plus vous gagnez en diversité et plus vous gagnez en santé. Exactement. Donc on a intérêt de toute façon à ne pas rester fixé sur une identité fixe. La philosophie l'a très bien montré à l'heure actuelle. On est des individus mouvants en construction. Donc le microbiote est une des parties et allons-y, continuons d'être dans la diversité. Alors, on vous entend penser à haute voix et merci beaucoup Béatrice de Monterrain. On vous entend cuisiner à haute voix, réfléchir sur l'alimentation et tout. On voit bien qu'il y a une sorte, oui, je le disais, de plasticité. Voilà, tout ça est en train de se construire, de se reconstruire dans d'immenses domaines, évidemment dans celui de la médecine, de la science, de la cuisine, mais aussi dans celui de la police et des enquêtes, puisque le microbiote va bouleverser les futures enquêtes de police. On laisse partout où nous passons des bactéries. Les bactéries nous suivent comme une aura microbiologique qui nous suit derrière nous, comme un animal qui va muer. Eh bien, il y a une mue bactérienne et on en laisse derrière nous. Des études ont démontré que si on fait rentrer dans une chambre blanche, c'est-à-dire une chambre qui est complètement stérile, un individu, et qu'on échantillonne avant et après, et puis on va savoir qu'un individu est rentré dans cette chambre parce qu'elle va avoir laissé cette personne-là des bactéries. Et que les bactéries liées au genre masculin et au genre féminin ne sont pas les mêmes. Donc déjà, on a une information qui est liée uniquement aux bactéries. Donc les microbes, les bactéries qu'on laisse derrière nous comme traces sur des scènes de crime. Au même titre que si j'oublie mes lunettes, ça peut permettre de m'incriminer. Bien, si j'oublie mes bactéries ou si je laisse mes bactéries, ça peut permettre de m'incriminer. On part du principe que c'est beau, que c'est doux, que si tu m'en veux, tu me diras beaucoup. Je ne fais rien de mal. C'est beau, que c'est doux, que si tu m'en veux, tu me diras beaucoup. Je ne fais rien de mal, je ne fais rien de mal, je ne fais rien de mal, je ne fais rien de mal. 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 Alors même si l'on ne fait rien de mal et qu'on laisse des traces en nous et sur nous et dans tout ce qu'on peut traverser comme pièce, alors pour des crimes,
pour des expériences gastronomiques ou autres. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que les microbes pourraient nous booster, peut-être pour faire d'autres choses, du mal peut-être, ou du bien, ou des choses, des performances inimaginables? Qu'est-ce que vous en pensez, Joël? Alors, on aurait envie de connaître le microbiote qui soit un déterminant de la haine ou de la violence, par exemple. Ce serait Est-ce qu'il y a un microbiote de gauche ou de droite? Pourquoi pas. Non, on aurait envie de savoir ça. Et en fait, ce que l'on a pu documenter par la science aujourd'hui, et dès 2024 en réalité, c'est qu'il y a une relation entre le microbiote et le cerveau. On savait qu'il y avait une relation du haut vers le bas parce que quand on doit passer un examen, quand on est stressé, en fait, les choses ne se passent pas bien en bas. Mais on sait maintenant qu'il y a des choses qui se passent du bas vers le haut, finalement, et que ça conditionne, très bien démontré sur des modèles animaux, le comportement. Et donc, on peut imaginer que la façon dont on gère la relation qu'on a avec nos microbes va effectivement avoir un impact sur notre ressenti, sur notre santé, y compris notre santé mentale, en fait, et notre bien-être. Au sens psychologique du terme. Alors, elles pourront peut-être aider en tout cas les sportifs. C'est ce qu'étudie entre autres François-Joseph Lapointe, qu'on a entendu tout à l'heure, qui travaille avec la police scientifique du Canada à Montréal et qui réfléchit aussi sur le sport. S'il est vrai que les bactéries font partie de nous et nous sommes donc le résultat de nos gènes, mais aussi le résultat de nos microbiomes, on peut penser que certaines personnalités, certains métiers, certaines personnes qui ont fait des réalisations exceptionnelles, les bactéries ont contribué à ça. Il est clair que ces bactéries-là nous envoient des messages de manière invisible, de manière inconsciente. Il y a clairement une réaction chimique qui se passe au niveau dans notre cerveau et des neurotransmetteurs, mais on sait que le deuxième endroit du corps où il y a le plus de neurotransmetteurs, c'est au niveau de notre intestin. Et que ces neurotransmetteurs-là sont activés par les bactéries qui vivent à l'intérieur de nous. Donc, ce fameux axe qu'on appelle l'axe cerveau-intestin-microbiote. Donc, est-ce qu'une personne, disons un sportif de haut niveau, quelqu'un qui vient de prendre un but en foot, est-ce que ces bactéries vont lui envoyer un boost de sérotonine ou d'adrénaline pour lui permettre d'en marquer 3, 4 ou 5? C'est pas impossible. Donc, est-ce que des gens qui auraient gagné la Coupe du Monde ont un microbiote particulier? Je m'appelle Lilian Thuram et j'ai eu la chance d'être joueur de foot professionnel et j'ai gagné la Coupe du Monde en 1998. Il y a très 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 longtemps de cela. Attention, le Stade de France va retenir son souffle. C'est parti entre la France et la Croatie. C'est vite reparti pour cette deuxième période avec un ballon dans les pieds. Takiocha, Sanovic, un bon appel de Joker. Et l'ouverture du score pour la Croatie après 22 secondes. 22 secondes. Il n'y avait jamais eu quasiment de faute de défense depuis le début de cette Coupe du Monde. Et là, il y a une faute de placement terrible. C'est surtout le placement de Lilian Thuram qui est catastrophique dans la défense française parce que regardez, il n'est pas aligné du tout avec les autres parce que Lilian là. Ouais, il y a un bruit sourd qui vous emporte. Là, je ne suis pas seul, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui m'accompagnent. Ça veut dire, c'est quelque chose qui vous entraîne et que vous ne maîtrisez pas. Mais c'est vraiment dirigé dans le sens de la victoire. Et donc, en fait, ça m'emmène dans des lieux de transe. Et si il n'y avait pas eu les images, je n'aurais pas su que j'avais marqué les buts. C'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Marcel Desailly vient vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, je lui réponds, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il n'en avait pas marqué, mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du mondial. Un pied droit, un pied gauche, extraordinaire but de Lilian Thuram. Oh, même ses partenaires se demandent ce qui lui arrive. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des millions de supporters. On entend des cris, des encouragements, des choses sérieuses commencent. On va faire appel
aux ancêtres, le rythme. Il y a une danse que j'aime beaucoup où en fait les gens tombent et se remettent debout. Tombent, se remettent debout. Pour moi, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Vous pouvez le dire avec nous. Soleil, 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 soleil. Plus fort. Soleil, 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 soleil. Est-ce que chauffer? Est-ce que chauffer? Soleil, est-ce que chauffer? Soleil, Ramon qui pleurait. Soleil, est-ce que chauffer? Est-ce que chauffer? Ramon qui mauvais. Soleil, est-ce que chauffer? Est-ce que chauffer? Soleil, est-ce que chauffer? Soleil, est-ce que pleurer? Soleil, Ramon qui mauvais. Soleil, 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 soleil. Soleil, soleil, soleil. Je reprends vie, j'allais dire. Je recommence à avoir conscience vraiment de ce qui se passe. C'est quand l'arbitre il siffle la fin du match, parce que je sais que j'ai le ballon. Et après là, c'est un rumba congolaise, de la musique classique, c'est tout ça. Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Aux tables rondes, tcha-tcha, to bakidi. Indépendance, tcha-tcha, va gagner haut. Aux tables rondes, tcha-tcha, tous oubliés. Azoreko, Nabako, Bayokani, Moto Moto, Nakonaka, Nakarte, Balingani, na Front commun. Kazavubu, Belumumba, Nakalongi, Bonyachombe, Kamiatu, Oesanja, Mutakanja. Indépendant, on n'est pas si indépendant de nos bactéries. Remplacer les ancêtres par effectivement les bactéries. C'est ce que tout le monde essaie de reproduire. Ah, cette recherche de souffle, cette recherche d'inspiration, cette recherche d'émotion qui, alors qu'on est au plus bas, nous permet de rebondir. Peut-être qu'un jour, on va interdire de prendre des probiotiques qui permettent d'améliorer les performances des athlètes. Le danger de la recette magique, c'est de chercher la bactérie, effectivement, qui va nous permettre d'arriver à un résultat X, Y ou Z, alors qu'en réalité, ces bactéries-là ne vivent jamais seules. Ce n'est pas des monocultures, c'est un écosystème hyper complexe tel que la forêt tropicale. Et il faut plutôt trouver quelle est la combinaison de bactéries.
C'est l'obscur travail du fond des mines. Les audaces bactériennes soufflent sur les braises de l'esprit. Rougissement, ressaisissement de l'organicité. Les mots de l'autrice Christine Durif-Brucker nous racontent un peu ce qui se passe. De bas en haut, comme vous le disiez, Joël Doré. Est-ce qu'aussi les bactéries vous parlent? Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous, finalement, Régis Marcon, vous qui fréquentez le vivant, qui avez les mains dans la cueillette des herbes, des champignons, et vous, Joël Doré, Patrick Vega et Béatrice de Montera qui est biologiste ou voilà, scientifique qui fréquentez beaucoup les bactéries. Est-ce que peut-être vous entendez des messages des bactéries? Alors bien sûr, peut-être des maux de ventre particuliers que vous sauriez analyser mieux que nous, mais un peu comme ceux qui étudient, les ethnologues qui étudient la divination des araignées recevraient peut-être des acouphènes ou des sons perdus qu'on n'entendrait pas des araignées ou des arbres ou des plantes. Est-ce que les bactéries vous parlent? Ouais, elles nous parlent à travers les sons que Patrick évoquait tout à l'heure, à travers les gargouillis qu'on a à l'intérieur. Mais je pense aussi qu'elles nous parlent en termes de ressenti. Quand on explore la relation entre le microbiote et la perception de bien-être sur des populations humaines assez importantes, en fait, on voit qu'il y a une relation directe entre la richesse et la diversité du microbiote dont on parlait tout à l'heure et la perception de bien-être des individus. Les gens se sentent bien, mieux, globalement, dans leur quotidien, quand leur microbiote est plus riche ou quand leur microbiote est plus riche, les gens se sentent mieux. On ne sait pas trop qui de la poule et de l'œuf vient en premier dans l'histoire, mais en tout cas, il y a cette relation qu'on a mis en évidence de façon répétée en étudiant des populations importantes. Donc oui, d'une certaine façon, le microbiote nous parle. Et vous, Régis Marcon, qu'en pensez-vous? Les bactéries vous parlent, les microbes? Le vivant? Je ne parlerai pas de bactéries, même si ça en est de toute façon, parce que souvent, bactéries, ça reste en mémoire, on se dit des mauvaises choses, alors que c'est des bonnes choses. On a encore plus la démonstration et surtout l'explication aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup au vivant, parce que c'est des choses que l'on ressent, bien entendu, pas qu'on cuisine, hein, tout simplement en se promenant dans la nature. On se rend compte qu'à découvrir la nature, on découvre des milliers, je crois que le nombre est plus que même de belles plantes, de champignons, mais de plantes qui, à travers les âges, ont été aussi des plantes médicinales, d'une part, et puis aussi des plantes qui ont nourri. Hein, je crois que l'homme, ce rapport à la nature est intéressant. C'est ce qui d'ailleurs donne du sens à nos métiers en même temps, parce que on peut le schématiser sous forme de microbiote, etc., bien sûr. On comprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, mais le rapport avec la nature est hyper intéressant parce que c'est ce qui vous donne à la fois l'énergie, les idées. Moi, je ne suis jamais aussi bien que dans un champ, dans une prairie, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. C'est d'ailleurs assez intéressant que ce contact avec la nature vous permet d'évacuer en même temps les choses négatives. Je ne sais pas si ça vous le fait quand vous marchez, quand vous courez, quand vous faites du vélo ou autre. Il y a des choses qui se passent dans votre tête et vous n'imaginez pas pourquoi. Et je crois que tout est lié. Ce serait intéressant que, je ne dis pas que vous nous le expliquiez, mais que je comprenne un peu comment vous le vivez vous. Mais le bonheur qu'on prend à accueillir une plante, à découvrir une plante, tiens, je ne la connaissais pas, celle-ci. Il y a plein de choses qui se passent. On est des nourriciers, avant tout. Et, j'ose le terme, on est aussi un peu des guérisseurs finalement, parce qu'on veut le bien de l'homme, on veut le bien du client, et c'est ce qui donne du sens à nos métiers de cuisinier, c'est ce qui donne du sens à vos métiers de chercheurs, c'est le bien-être, on l'a entendu plusieurs fois. Est-ce que vous, Patrick, vous entendez les bactéries vous parler? Est-ce que vous entendez cette guérison? Est-ce que vous entendez les voix de l'invisible à force d'écouter les bactéries? Est-ce qu'elles ont des messages qu'on n'aurait pas entendus, nous, pauvres êtres humains? Je les entends pas et en fait ça me fait peur parce que je me dis est-ce qu'en fait c'est pas elle qui une provocation, est-ce que c'est pas elle qui nous dirige finalement? Est-ce que on vit on est un melting pot de bactéries, d'accord? Donc on est là, on les disperse, on les nourrit tous les jours et au final qui est l'esclave de l'autre quelque part? Est-ce qu'on ne vit pas pour nos bactéries? Est-ce qu'elles, qui resteront à la fin de la vie sur Terre, ce seront probablement les derniers êtres vivants sur Terre? Finalement, est-ce qu'on n'est pas des véhicules à bactéries? Voilà, c'était donc peut-être, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, peut-être que cette journée aujourd'hui est organisée par nos bactéries. Voilà.
On remercie Escherichia coli, notre sponsor. Comment vous l'appelez celle-ci? Ça, c'est une... Merci Faecalibacterium. On va leur rendre un petit hommage. Et merci à Escherichia coli. Ah, c'est la cousine. Et merci à... C'est une fraise pour Régis Marco. Merci à Bacteroides. Ça, c'est une bactérie qu'on trouve beaucoup dans les intestins occidentaux. C'est sa cousine? Rubinococcus. Merci Rubinococcus pour d'avoir organisé cette journée et merci Bifidobacterium que vous retrouvez dans les yaourts peut-être. Merci pour cette soirée extraordinaire. Béatrice de Montera, est-ce que les bactéries vous parlent à vous? Est-ce que vous entendez la voix invisible des bactéroïdes? Alors moi, j'ai un témoignage étonnant qui m'a surprise moi-même. Je pense que les gens qui font de la méditation ou les yogis qui font du yoga ont peut-être des choses à nous apprendre par rapport au fait que les bactéries leur parlent. Parce que donc, en ayant fait plusieurs expériences de cours de yoga, et notamment le yoga thérapeutique, celui qui peut vous aider à identifier là où vous avez des douleurs, où quelque chose est bloqué et où le souffle ne passe plus. Le souffle, c'est aussi la vie, hein. Eh bien, ce qui se révèle, donc moi je l'ai vécu et d'autres aussi, c'est quand il y a des gargouillis qui commencent. S'il y a gargouillis, et donc moi je pense que c'est une manifestation peut-être du microbiote quand même, si vous respirez d'une certaine manière, au bout d'un moment, vous arrivez à vous détendre et vous focalisez aussi votre esprit quand même, axe cerveau-intestin peut-être, eh bien vous arrivez à provoquer un gargouillis, ce qui d'habitude est quelque chose d'inconscient. Vous cherchez à provoquer des gargouillis. En tout cas, c'est le critère que vous allez aller mieux. Vous allez être au et ça, chômage. j'ai trouvé ça extraordinaire. Se mettre en condition d'un gargouillis et arriver à inciter au gargouillis. Je trouvais ça excellent. Alors, bon, donc les artistes risquent d'être remplacés par des méditants qui réussiront à faire la musique qu'il faut pour leur corps et pour être en dialogue avec leurs bactéries. Pourtant, on avait avec nous le premier trio français qui a, je rappelle, entamé un dialogue avec les bactéries. On va peut-être essayer de leur donner un dernier conseil pour qu'ils puissent s'adapter à cette mutation qui va donc nous bouleverser quand on pourra maîtriser nos gargouillis et les faire en symphonie. Parce qu'imaginez-vous qu'on soit tous en train de maîtriser nos gargouillis, on ferait une super symphonie. Alors, dernier conseil pour notre trio soc, celui de François-Joseph Lapointe. Quel conseil donner à des artistes qui sont en panne d'inspiration ou des athlètes olympiques qui veulent gagner une médaille? Peut-être simplement de s'inspirer de comment fonctionnent les bactéries. Les bactéries ne sont pas des solistes, ne jouent pas en solo. Donc, les bactéries, tout le génome et comment il est partagé les uns avec les autres. Et nous sommes plutôt dans une société qui est basée sur l'individu. Et la propriété privée, c'est à l'inverse de comment fonctionne la nature en général, mais surtout comment fonctionnent les bactéries, qui est un système d'échange d'informations permanent. Il faut éliminer le chef d'orchestre. Et comme n'importe quel système naturel, je dirais que le mot d'ordre, c'est l'adaptation. Donc, dès lors que l'environnement va changer, eh bien, il faut être capable de rebondir très rapidement en allant chercher des informations à gauche et à droite qui vont nous permettre de s'adapter très rapidement à cet environnement-là. On a longtemps pensé, j'enseigne Darwin depuis 30 ans, que le seul message de la théorie de l'évolution, c'était la survie des plus aptes et que tout était basé sur la compétition. Quand on regarde chez les espèces unicellulaires, c'est beaucoup plus de la collaboration qui est la base de l'évolution, qui leur permet de réagir beaucoup plus rapidement à des perturbations environnementales. On ne sera plus là, les bactéries vont encore être là. Parce que les bactéries, au lieu d'être constamment en compétition, sont dans un modèle collaboratif qui va assurer la survie, non pas du plus apte, mais qui va assurer la survie du groupe. La survie du groupe. Alors ici, on a réussi à survivre avec Joël Doré, Régis Marcon, Patrice Vega et Béatrice de Montera. Est-ce qu'on a fait un petit peu ce que vous appeliez, vous m'aviez dit ça un peu en préparant cette émission, un call and response? Est-ce qu'on a réussi à faire ce que les bactéries font entre elles? Alors, on a apporté des compétences diverses et variées, en fait, et ça commence par ça, en fait. C'est l'échange de compétences complémentaires, diverses et variées, qui va faire cette notion de coopération et de synergie.
Vous diriez que les bactéries dialoguent entre elles en call and response, elles s'envoient des messages et puis il y a tout le Bien groupe qui sûr, répond? bien C'est sûr, ça? elles dialoguent entre elles et elles dialoguent avec notre corps en fait. Et c'est cette relation de symbiose, le mot a été dit, qui est en gros cette relation entre deux entités avec un bénéfice mutuel. On leur donne le gîte et le couvert et elles nous donnent en retour énormément de fonctions bénéfiques, avant tout bénéfiques. Alors, nous vous avons accueilli, bon, il n'y a pas vraiment le couvert, sauf pour nos invités. Vous avez eu la gentillesse de venir partager nos symbioses. Alors, on va vous demander de répondre aussi et de partager ce petit morceau de gargouillis futuriste offert par Sébastien Martel, Seb Martel, Cindy Poche et Olivier Kounduno. At first, I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. Debout les bactéries! I will survive. I will survive. I will survive. Radio Microbiote, tous ensemble. I will survive. I will survive. I will survive. Plus fort. We will survive. We will survive. We will survive. I will survive. We 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 will survive. Je vous entends pas assez. J'entends pas vos bactéries. We will survive. We will survive. We will survive. Hey,
On va se le refaire un petit coup en vous entendant bien. We will survive. We will survive. We will what? We will survive. Merci beaucoup Sébastien Martel. C'est dimanche.